Bam bam. Je me rappelle comme c'était hier, le 20 mai de cette année, le lanceur d'alerte du Manto a fait une publication sur mon cas. C'était titré Un Camerounais poignarde un autre Camerounais à 6 reprises. Et la raison c'était pour manque de respect. Est-ce que tu lui as volé sa femme? Non, j'ai pas volé sa femme. Je lui ai rien volé, pas du tout. Je pense que pour qu'on puisse comprendre l'histoire, il faudrait comprendre le contexte dans lequel on était, parce que c'est une personne que je ne connaissais déjà pas de base. Je l'ai vue une seule fois dans ma vie, on va dire une fois et demie, parce que la demi-fois, je ne l'ai pas réellement vue. 29 septembre 2023, l'année passée, et je sortais fraîchement de l'école, j'avais fini mes études d'ingénierie, et je cherchais de potentiels réseaux, de potentielles personnes, des ingénieurs de la communauté camerounaise. Je me fais inviter par ma petite amie à l'événement de l'association Campomedix pour les médecins et les ingénieurs d'Allemagne. C'est quoi Camphomedix? C'est une association qui regroupe, surtout qui aide beaucoup les étudiants en médecine en Allemagne. C'est une association d'anciens médecins qui sont en collaboration, en contact avec d'autres étudiants. Et dans ce genre d'événement, il y a tout ce que tu peux avoir, des ingénieurs, des médecins, des architectes, de la communauté aussi, et bien sûr aussi d'autres nationalités, mais c'est en grande majorité des Camerounais. Et j'allais à l'événement pour faire du réseautage, comme on dit, parce que sorti tout fraîchement de l'école, tu connais personne. Et après les séminaires qu'il y a eu en journée, il y avait la soirée de gala le 29 septembre, et j'allais accompagné de ma petite amie et de son amie Maria. Avant l'événement, parce que l'événement, la soirée de gala se tenait en soirée, ça se tenait la nuit. Il fallait qu'elle s'apprête quelque part et elle venait de très loin et je vivais à 1 heure de l'événement, La soirée a eu lieu où? à Düsseldorf. Et moi j'étais à 1 heure de Düsseldorf. Donc elles sont venues s'apprêter chez moi et tous ensemble, à trois, nous sommes allés à la soirée. Alors, arrivé à la soirée, tout se passait bien. J'ai commencé à parler avec la plupart des gens sur place, les ingénieurs que je croisais aussi, d'autres médecins, des personnes avec qui j'ai pu faire nouer des contacts. Et ma copine, elle était au four et au moulin, elle allait voir ses contacts, ses connaissances, médecins, d'autres étudiants qu'elle connaissait et d'autres médecins qu'elle connaissait aussi. C'était vraiment une soirée d'échange. Et notre troisième invitée, Maria, elle avait commencé aussi à faire le tour aussi, à rencontrer des personnes. Et plus tard dans la soirée, vu qu'on s'était dispersé à l'arrivée, de... on s'est retrouvés dehors, nous trois. On était déjà à deux, déjà au départ, ma copine et moi, on parlait. Et Maria, son amie à elle, s'est joint à nous. Et quand elle arrive, elle a l'air un peu contrariée. Elle nous dit qu'il y a une personne qui lui fait du grange, qui la drague, mais qui est un peu bizarre. C'est comme ça qu'elle nous le décrit sur le coup. Alors, on n'a pas eu le temps de réagir. Elle nous explique vite fait qu'il est un peu bizarre, il la drague, mais qu'elle doute de sa sincérité. C'est comme ça qu'elle nous décrit ça vite fait. Qu'elle ne le sent pas, pour dire ça. D'accord. Et malheureusement, quand elle nous dit ça, euh, celui qui la drague est derrière. Il entend ça. Et il se tourne et nous dit, nous étions à trois en extérieur, il nous demande, est-ce que vous parlez de moi? Et là, je me retourne, je le vois, et je me dis, ah, ok, si c'est lui là-bas, waouh, ok. Et là, directement, il vient dans la discussion, il entre, là, nous sommes à quatre, dans la discussion en train de parler. Et là, il arrive, il nous dit, il se présente, déjà, il dit, je me rappelle plus de son prénom sur le coup, comment il se présente. Et là, il me demande qui je suis. Et je dis, je suis le petit frère à la Maria. Et ma grande sœur ici présente dit que tu es intéressé par elle, mais qu'elle doute de ta sincérité. Et là, je lui dis encore par la suite euh, que moi aussi ça m'arrive de sortir et j'oublie que j'ai ma copine à la maison et
Je m'en vais, je cherche les filles dehors aussi. Mais je pense que ce n'est pas ton cas. C'est comme ça que je lui dis ça. Chose qui prend assez mal, sur le coup. Il me dit, tu as quel âge? Je lui dis que j'ai 20 ans. C'est pas réellement mon âge, mais bon. Et il me dit, à 20 ans, c'est étonnant, hein. Comment est-ce que tu fais pour être aussi bête comme ça et oublier des choses comme ça? Il faut être bête pour oublier des choses pareilles. Là, je me dis, bon, c'est un peu tôt, on se connaît même pas. Tu me dis que je suis bête comme ça, je dis que j'ai 20 ans, vite fait. Là, je me suis dit, mais, grand frère, vraiment, tu n'as pas besoin de m'insulter, vraiment. Ici, personne n'aime le sarcasme. Tu n'as pas besoin de m'insulter pour autant. Reprends ma question et on s'en va. Et là, il voit que je ne veux pas, je n'apprécie pas comment il m'a parlé. C'est là il me dit que qu'il est intéressé par ma sœur, qu'il n'est pas un voyou, qu'il est une personne. Il avait déjà l'air bien sur lui, il avait une veste et tout. Je me disais, c'est un ingénieur, c'était vite fait présenter. Et il disait que si ma sœur veut, si elle est intéressée, elle peut venir dormir chez lui, sur le balcon, et qu'il n'aura pas de problème. Il a insisté en disant qu'il n'est pas un voyou, qu'il ne porte pas des locks, que les voyous ce sont ceux qui portent des locks et tout. Et moi sur le coup je me disais bon, ok, on part du mauvais pied, mais bon, fair enough. Quand il finit directement de dire ça, il se tourne, il s'en va. Et là on reste à 3 de nouveau. Là on se sépare. On était à 3, on se sépare de nouveau. Et je retourne dans la soirée, je continue à faire mes rencontres. À un moment, je vais excentre, je vais vers le bar, récupérer un verre de vin. Et je suis en train de discuter avec le jeune homme qui se trouve au niveau du bar. C'était un Marocain, comme ça, on rigolait. Quand je récupère mon verre de vin, je m'excentre un peu. Il vient me voir, le Dan en question. Il vient me voir, il me dit, de façon un peu véhémente, petit, viens pas parler dehors. Je vois comment il me parle, je lui dis, non, je n'aimerais pas. Parce que je trouve que, comme il me parle, c'est pas très, ça avait l'air assez froid. Et là, il change de ton, complètement. Il me demande gentiment que s'il te plaît, viens, on sort, on peut parler, toi et moi. Et là, je me dis, ça c'est plus gentil quand même. On arrive, alors je lui dis, ok, allons-y. Il est derrière moi, on marche sur 3-4 mètres, on arrive à la porte. Il arrive à la porte, il se met à me crier dessus, que ouais, pourquoi je te prends, on peut parler comme ça. Dès qu'il a commencé comme ça, je l'avais dans le dos, je lève le bras. Je lui dis, non, attendons un instant, viens, on s'écarte plus loin. Parce que j'ai vu, il était déjà en train de bouillir. Et quand on s'écarte plus loin, je m'arrête, je me retourne, il est toujours véhément. Il me dit, oui, pourquoi tu te parles pour me parler comme ça? C'est parce que je drague ta sœur, vraiment de la façon la plus véhémente possible. Et il me pousse une première fois, en me disant ça. Et je comprends pas parce que je me dis, celui qui m'a demandé gentiment il y a 2 secondes de venir parler dehors avec lui, c'est pas celui qui me parle comme ça. Et là, parce qu'il est en train de me gronder copieusement, tu vois. Et moi, j'étais là, je me dis, je veux lui parler. Je lui dis, non, attends un instant. Il me dit, tu me la fermes, c'est moi qui t'ai amené pour parler ici, tout ça, tout ça. Il me pousse une nouvelle fois. C'est-à-dire, toujours en me grondant, pourquoi est-ce que c'est pas parce que je drague ta sœur que forcément je vais me parler comme ça, tout ça, tout ça. J'étais très en colère. Et quand il me pousse pour la 2e fois, moi aussi, je perds la tête aussi, je me fâche. J'ai mon verre de vin, depuis tout ce temps, vin rouge. Et quand je me pousse la 2e fois, je rétorque avec le verre de vin. Le verre de vin. Je lui verse le vin. Il était très très bouillant, il était vraiment très très chaud. Dès que je lui ai versé le verre de vin, il s'est calmé, c'est-à-dire il n'a plus rien dit. Et c'était comme si tu versais de l'eau sur du charbon. Même pas un bruit, il s'est tourné, il est parti. Et la porte était à près de, je sais pas, même quelques mètres de nous, il s'est retourné. Et moi, je l'ai suivi, j'ai essayé de lui dire vraiment, c'était pas ce que je voulais faire, vraiment, il m'entendait plus du tout. Il s'est tourné, il est parti. Et je retourne à la soirée, avec la boule au cœur, et les remords, je me dis, ah merde, c'est pas top. Surtout qu'il avait un beau costume, il était taché de vin, tout. Là, il va voir ses connexions qu'il avait, parce qu'il connaissait la plupart de la salle. Il connaissait la plupart des personnes là-bas, et il va leur dire, ouais, le petit que vous voyez là-bas. Et à chaque fois qu'il parlait de moi, il me pointait du doigt. À chaque fois, j'étais assis avec ma copine, à chaque fois, et j'avais dit à ma copine ce que j'avais fait, elle était pas contente. À chaque fois qu'il parlait de moi, il me pointait du doigt, que ouais, le petit que vous voyez là-bas, je l'ai amené dehors pour lui verser le vin. Donc c'était sa version de l'histoire à lui. La Marie à qui il convoitait
bah, elle s'est rangée de son côté aussi. Chose, je sais pas pourquoi, mais bon, ça arrive. Elle est partie le cajoler, elle était vraiment avec lui. Et je disais à ma copine, voilà qu'on a créé un couple malgré tout. Vraiment avec tout le recul du monde. Et quand à force de parler de moi comme ça, il avait une de ses connaissances avec qui j'avais pu interagir. Lui et moi, on avait déjà pu parler. Lui m'appelle alors. Il m'appelle, il me dit, petit, viens, j'ai vu ce que tu lui as fait là, viens, on parle un instant. Je ne rechigne pas, je me dis, bon, je profite une fois, je m'excuse par proxy et peut-être il va aller lui dire. Ouais, juste vu que tu regrettais déjà ce que tu avais fait. Bien sûr, peu importe comment il m'a attaqué, comment il m'a parlé, comment il m'a poussé, pour moi, enfin, ça va, il avait l'air d'un grand frère, le respect, c'est la moindre des choses. Quand son ami m'appelle dehors, et là, on est joint par une autre femme, toujours une de ses amies, toujours ses connaissances, il me parle dehors, vraiment, il parlait anglais, il me dit, it's not what you did. J'essaie de lui expliquer, no, what happened, it wasn't right what he did, the way he talked to me, the way he pushed me around, comment il m'a parlé, tout ça. Il me dit, oui, mais c'est ton grand frère, tout ci, tout ça, ne fais plus ça. Je lui dis, oui, je veux plus le faire. Et là, il me dit, oui, tu sais, bon, il est un peu fâché là, mais tu sais, il est là depuis, en Allemagne, tout ça, il va pas le laisser passer, ça, il va s'accrocher à ça, mais laisse, ça va se tasser et tout. Et moi, je me disais, ok, alright, c'est quand même gentil de sa part de m'écouter un peu. Mais il ne voulait pas entendre ce que lui il avait fait, tu vois, ce que son ami avait fait. Il se disait, oui, je suis le petit dans l'histoire, 20 ans, j'ai tort. Je parlais avec lui et son ami, c'est la femme qui nous a suivis. Dans les sorties derrière, il a commencé à crier, à hurler. Non, ne parlez pas au petit frère là, ne lui parlez pas, il est mauvais, il va pas vous écouter. Et c'est très virulent toujours. Je peux comprendre, tu as un beau costume à une soirée, je te verse du vin. C'est clair, tu vas pas être content, tu vois, tu vas pas être content. Je leur dis, c'est là où je disais à ses amis que regardez votre ami, il est toujours en feu et il laisse pas. On dit non, laissez, il va se calmer plus tard. Je me rends compte que la soirée ne se passe pas comme prévu. Les gens avec qui j'avais commencé à parler ont eu l'écho de ce que j'ai fait avec le verre de vin, sans l'autre version, sans le fait qu'il m'ait attaqué, sans tout le reste. Et je me dis, j'ai plus rien à gagner de la soirée. Surtout que ma petite amie, elle était là avec moi pour m'accompagner et elle aussi son image est épeurée. Et Maria, de son côté, qui a trouvé un nouveau mari, donc on va dire, ma copine et moi, nous étions les perdants. Et Maria était la grande gagnante. Et bon, je pense que Dan a perdu un costume aussi. J'ai voulu m'échapper de la soirée. Et en voulant quitter la soirée, j'avais la vessie pleine. Parce que je me suis dit, j'avais plus rien à gagner. Je vais aux toilettes alors pour me vider la vessie. Et sur la porte des toilettes, j'arrive au niveau de la porte des toilettes. Dès que je tiens la poignée, je me retourne juste vite fait. Je vois derrière moi, Dan était juste derrière moi. Et je me dis, ah merde. Est-ce que je vais rentrer ici? J'hésite déjà. J'hésite, je me dis, bizarre, la coïncidence. Ouais, pourquoi il te suit? Oui, je me dis, je voulais me retrouver avec lui sur le même, c'était un petit couloir qui menait aux toilettes. Je dis, bizarre. J'ouvre, j'entre. Et effectivement, nous ne sommes qu'à deux. C'est-à-dire, c'était tout vide. J'entre, je dirais qu'ils l'ont derrière moi. Pissoir pour hommes, tu connais. C'est-à-dire, pissoir là, pissoir là-bas. Et je suis en train de me vider la vessie. Et il était à côté. Il n'avait même pas duré, c'est-à-dire il était arrivé même pas 15 secondes. Est-ce qu'il a vraiment fait pipi? J'ai pas regardé sans. J'étais concentré à me vider la vessie parce que je voulais dégager de la soirée. Pendant qu'on urinait, je profite une fois pour lui, de toute façon nous sommes à deux, je profite pour lui dire vraiment, grand frère, je suis désolé pour le verre de vin. Il ne me regardait pas, c'est-à-dire, il a juste levé le cou, et il m'a dit, je ne parle pas la merde. Il me dit ça, après il se tourne, il s'en va. Et moi je suis toujours en train d'uriner, je me dis bon, il est vraiment fâché, fair enough. Est-ce que tu t'es senti insulté par ça? Ça va, hein. Ça va. J'avais déjà vu qu'il était très, très en colère, c'est rien de nouveau. C'est-à-dire, il était déjà plus véhément que ça. Comme pour dire, tu as compris sa réaction? Non, je ne peux pas comprendre sa réaction parce que je suis l'enfant d'autrui, je suis l'enfant de quelqu'un. Tu as juste accepté la situation. Tu vas faire comment? Là, il se tourne et s'en va. Il fait mine de s'en aller parce que je crois qu'il s'en va. Je suis encore en train d'uriner. Je croyais qu'il s'en lavait les mains.
Je finis d'uriner, c'est-à-dire, c'est un réflexe. À partir du moment où je suis en train de remonter la braguette de mon pantalon, directement, je me fais choper par derrière, par lui. C'est-à-dire, il me prend en étreinte au niveau du cou. Et je ne suis pas encore en train de comprendre ce qui se passe. Parce que je me dis, comment est-ce que j'essaie de me sortir de l'étreinte avec le coude. Et je me sors de son étreinte et je vois que c'est lui, je comprends pas, tu vois. Et là, on entend une bagarre. Et on se bat, vraiment. Et c'était pas non plus un enfant de cœur, tu vois. Il était aussi, c'est un homme. Homme contre homme, ça, c'est quelque chose, tu vois. Mais là, il faut rappeler que tu te défendais, tu te battais pas. Oui, oui. Et à un niveau de la bagarre et tout, on se tient on va dire, en match nul. C'est-à-dire, j'ai le dos contre la porte de la salle de bain. Il est juste à ma droite, là. On se tient comme ça, comme une sorte de match nul. Là où il saignait déjà de la bouche. Parce que avec la bagarre et tout, c'est vraiment donné de on coups. comprend. Et j'avais vraiment mal au cou parce que son étreinte aussi. Et j'avais le mur en face de moi. Parce qu'il y avait la porte de la salle de bain. Il y avait un mur en face de moi. Il était sur l'autre mur. Et on se tenait. Et les gens avaient entendu du bruit déjà dehors. Et les gens étaient à la porte en train de vouloir rentrer, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et il me tenait, au niveau du cou, il me tenait vraiment, il me disait, et là j'essayais de dire, allez-y, entrez, entrez. Et là il leur a dit, à l'extérieur, que je coinçais la porte pour pas qu'ils entrent. C'est-à-dire, alors qu'on se tenait, et si j'avais une chaussure qui glissait, et vu comment il me tenait, si je le lâchais, il me faisait embrasser le mur, tu vois. J'ai fait l'effort de pouvoir me décaler pour que les gens puissent entrer par la porte. Et on s'est séparés directement, on est venu nous séparer. J'ai fait l'effort d'éviter qu'il me coaxe avant de sortir. Parce que on sait que dans la bagarre, c'est le dernier qui donne le coup qui a gagné. Mais, enfin, il était vraiment très très en colère toujours. Et pendant la bagarre, mon pantalon s'est déchiré. Donc, j'ai reçu un tablier du jeune Marocain avec qui j'avais sympathisé plus tôt dans la soirée. Qui directement sur le coup m'a expliqué qu'il a vu quand il m'a suivi. Quand j'allais au toilette, il a vu comment le gars m'a suivi. D'Armand. Il m'a observé, il a vu comment le gars m'a suivi. Et que je n'ai aucune crainte, déjà, que je mette un tablier parce que mon pantalon était tout déchiré. Il est sorti tout saignant. Il avait vraiment il saignait de la bouche. Et est-ce que toi, tu saignes aussi? Non, je saignais pas. Je regrette de ne pas avoir saigné. J'avais son sang vraiment sur mon vêtement aussi. Et quand il sort, directement, il va dire à toute la soirée, parce que les gens étaient déjà de son côté, il va dire à toute la soirée que moi, je l'ai coincé aux toilettes, je l'ai attaqué aux toilettes, comme toujours le cheminement qu'il avait déjà pris. Là, quand il sort, ils appellent la police. Moi, je suis encore en train de m'apprêter. Et je me dis, ah merde, c'est chaud parce que je sais pas comment ça se passe avec la police. Et je sais que normalement, quand on est au Cameroun, si toi tu appelles la police, moi je suis mort. T'es victime. Oui, T'es déjà coupable. je suis déjà coupable. Si toi tu appelles la police et tout le monde est avec toi, ça veut dire que je n'ai aucune chance de m'en sortir, tu vois. Et il se disait toujours, le petit là, il a 20 ans, il va me montrer. Là, la police débarque, je leur parle gentiment, je leur dis bonjour, on sort tous ensemble. Et j'ai ma copine qui est en larmes, qui me dit, qui est vraiment en train de pleurer, qui me dit, va t'excuser, peut-être qu'il va laisser, peut-être. Et moi, je la vois, je lui dis, non, je me suis déjà excusé, il refuse, tout ça. Elle me dit, va t'excuser, avec vraiment, elle pleurait copieusement. Là, je vais le voir, il est en train de rédiger sa plainte. Il est toujours en train de fumer, vraiment très en colère, il était vraiment en rogne. Je vais le voir, je lui dis vraiment, grand frère, vraiment. Je veux pas qu'on arrive là, s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser comme ça? Parce que je sais dans ma tête que je n'ai même pas ça en France, il faut les choses de commissariat, avocat, tribunal, tu vois. Je n'ai même pas ça en France, et ça c'est un truc qu'on peut régler, tu vois, parce que je me dis, enfin, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Qu'est-ce qu'il veut prouver? L'ironie, c'est que vous étiez à une soirée de Camerounais, Oui. développement de la communauté camerounaise. Oui. Soirée de développement de la communauté camerounaise, comme tu le dis. Après, sur le coup, il me dit, il va annuler sa plainte. Il va annuler sa plainte si je dis, et j'envoie à la police et dis aux autres, que je l'ai attaqué, je l'ai agressé. Et là, je me dis, ma copine qui met la pression, elle me dit, vas-y, dis. Et moi, je me dis, bon, ok, je ne perds rien s'il me demande d'aller planter le chou, pour que j'évite un procès ou bien je sais pas trop quoi. Il va aller planter le chou. Je dis alors à la police que, ouais, je leur dis en allemand que oui, je l'ai attaqué, je suis vraiment désolé, je ne vais plus jamais le refaire, désolé.
directement dès que tu le dis, parce qu'il avait sa plainte à main, directement il signe la plainte, il tend à la police, il leur dit, er hat gerade zugegeben, Sie können den festnehmen. Donc, je viens d'avouer, Vous pouvez l'emmener. vous pouvez l'embarquer. Ma copine, elle est choquée, moi je suis aussi choqué. Je me dis, bon, c'est cuit, hein, c'est mauvais. Mais je sentais déjà que je ne devais pas le faire. J'aurais pas dû le faire parce que oui, je voulais résoudre le problème. Mais là, pour l'avoir déjà vu, pour avoir déjà vu ce qu'il faisait avec la pression que j'ai reçue, je me suis dit, je vais le faire quand même. Là, je me tourne vers la police, vers les officiers de police. Je leur dis, comment j'ai fait? Je vous jure, je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui est en train de se passer là, mais je n'ai rien fait. Ils me disent, oui, ok, tu n'as rien fait. Donne-nous d'abord ta carte d'identité, on va voir ça. Et là, de nulle part, le Marocain qui m'a donné son tablier, Ouais. il vient, il me dit, il leur dit qu'il a vu comment les officiers m'ont suivi, comment Dan m'a suivi, que depuis le début de la soirée, je ne fais rien de répréhensible, je ne dérange personne, que c'est Dan depuis qui essaye qui est même venu me voir au bar, qui essaye, parce qu'il était là aussi quand Dan est venu me chercher au bar. Et là, les policiers leur disent, ok, ils me disent à moi, ok, ce que toi tu peux faire, c'est aussi porter plainte. Et là, vous pourrez avoir une confrontation au tribunal. Et là, tu vas t'en sortir. Peut-être. Ils m'ont cru quand même. Ils ont vu la petite. Oui. Et là, pour moi, j'étais tellement joyeux parce que je me disais, bon, ça dit que je ne dors. Oui, je ne dors pas au poste ce soir. J'aurais dit aussi ma plainte. Il était derrière. Il n'était pas très loin, le Dan. Et les policiers, quand ils ont reçu ma plainte, il m'a dit, il le criait, il me disait, tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Tu vas me le payer très cher. Je le disais en français. Je disais aux policiers, enfin, regardez comment il fait, enfin, regardez, est-ce qu'il me menace, que vous pouvez mettre ça dans un rapport et tout. Et les policiers disaient non, ne vous inquiétez pas, rentrez à la maison, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que la soirée s'est terminée. Après les menaces verbales faites par Dan, quelle était la suite de votre soirée? Je devais rentrer avec ma copine, qui était très en colère aussi, mais très triste et en même temps très déçue par tout ça. Et en même temps, elle avait commencé à avoir peur de Dan, parce que vu ce qu'il avait montré, c'était assez malsain. Et Maria est rentrée avec lui. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes scindés. Je décide de rédiger le lendemain. Je décide de rédiger un long texte d'excuses à l'encontre de Maria, c'est-à-dire j'envoie à Maria pour qu'elle puisse lui montrer. Et j'envoie le long message d'excuses qui va rester sans suite. C'est-à-dire, elle a lu le message, Maria a lu le message, mais elle ne m'a donné aucune réponse, rien du tout. Est-ce qu'on peut considérer cette Maria comme complice? Parce qu'elle aurait pu désamorcer cette situation bien avant, je pense. Complice, je ne sais pas, mais elle a joué son rôle dans la suite de l'histoire parce que je ne sais pas si elle a encouragé, si elle a motivé, ou elle aurait pu désamorcer. Je ne sais pas, mais elle a eu son rôle à un moment précis de l'histoire. Parce que, par la suite, elle a insisté auprès de ma petite amie pour qu'elle arrête sa relation avec moi, sous prétexte que j'aurais attaqué parce que j'aurais battu son copain, c'est-à-dire son copain, son soi-disant copain, on va dire, son ingénieur, on va dire ça comme ça. Elle insistait, elle lui a dit que leur relation va s'arrêter si ma copine n'arrête pas sa relation avec moi. Et je crois vers la fin du mois d'octobre, un jour en rentrant chez moi, j'arrive dans la porte centrale de mon bâtiment, j'entre, je vois mon boîte aux lettres qui est vandalisée, elle est cassée, elle est ouverte, mon boîte aux lettres. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vers fin octobre, je ne me rappelle plus du jour exact. Je suis tellement fatigué, je referme, je ramasse mes lettres, je rentre à la maison, je me couche. Je continue ma vie. Et plus tard, le 10 novembre, je rentre toujours d'un autre voyage d'affaires, la veille de l'anniversaire de mon ami Ulrich. Et j'arrive toujours devant la porte de mon bâtiment et vu que c'est une porte vitrée, j'arrive à voir déjà que mon boîte aux lettres est encore vandalisée, encore cassée. Cette fois-ci, je n'ai pas de lettres ouvertes ni au sol. Et ma boîte aux lettres est toujours cassée, je la referme, je me dis, bah, c'est quoi ça déjà? Ça fait déjà 2 fois. Maintenant, je monte vers la porte de mon appartement. Et arrivé à la porte de mon appartement, je vois des traces au sol.
Je regarde d'abord le sol, je vois le paillasson, il est sale, il a des taches blanches au sol. Et quand je lève la tête de ma porte, je vois écrit dessus, en anglais, Sarcasm is coming. Pour dire, le sarcasme arrive. J'hésite à rentrer chez moi, parce que je me dis, bon, je sais pas si... Parce que je vois aussi la poignée de ma porte a été forcée, on a essayé d'entrer, on a forcé l'entrée, avant de gratter, c'était pas écrit, c'était gratter avec un objet contendant, couteau, certainement. Et c'était vraiment tellement profond, parce qu'on a changé la porte dernièrement. Et ça m'a coûté toute une blinde pour changer ça, parce que c'était plus récupérable. C'était gratté avec vraiment la plus grande haine possible. Et quand je vois ça, je me dis que ça a un rapport avec l'histoire. Ouais, c'est le même mot qui a été utilisé, Oui. sarcasme, sarcasme. Oui, parce que j'avais dit que je n'aime pas le sarcasme. Et c'est ça qui Le venait mot a créer. été utilisé. Oui. Mais j'ai peur d'entrer, je me dis, bon, ok, on va voir. J'avais peur que peut-être quelqu'un qui soit entré, il ait uriné sur ma télévision, ou je sais pas. Parce que je sais pas, j'ai rien de valeur, j'avais aucun objet de valeur chez moi. Donc, j'entre, finalement. J'observe, je vois qu'il y a personne. Je me dis, ah, c'est un peu grave quand même. Mais j'avais sommeil. Je me dis, je vais peut-être m'endormir avant de faire quoi que ce soit. Mais j'ai le réflexe d'appeler mon ami Durand, qui me dit, très en colère, de façon très en colère, non, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus ouais, il n'a pas fait exprès. Tu appelles la police et tu n'essayes plus de demander pardon, rien du tout. Déjà, j'avais pas le numéro de la police. Je crois que c'est le 112, déjà, j'ai appris. J'appelle la police, je leur dis vite fait que j'ai eu une menace. C'est la police de ma ville. Là où l'événement a eu lieu, c'était à 1 heure de chez moi. Donc, la police de ma ville n'a rien à voir avec la police de Düsseldorf. Et ils arrivent, les policiers débarquent. Ils voient la dégradation, parce qu'ils ont appelé ça une dégradation de biens privés plus tard. Ouais. Et je leur dis juste que j'ai un suspect, mais bon, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Ils me disent, ils portent, on note ma plainte, et puis c'est tout. On continue la vie. Et je commence à avoir un sentiment d'insécurité chez moi. Parce que je me dis, arriver chez moi, vandaliser ma boîte aux lettres, gratter ma porte, me menacer comme ça, il était insistant. J'aimerais savoir déjà, comment as-tu fait pour connaître où tu vivais? Pour moi aussi, c'était un mystère, déjà, de savoir comment il a fait pour connaître mon adresse, parce que on ne se connaît, ni Dada, ni Dev, lui et moi. Justement. Mon adresse, il a reçu par Maria. Maria lui a donné, il a finalement avoué ça au procès, que c'est Maria qui lui a donné mon adresse. Et plus tard, même durant l'enquête, il y avait la photo de ma porte dans son téléphone aussi, plus plusieurs autres preuves. Je craignais un peu, mais ça en plus, parce que il en fallait un peu plus pour m'effrayer. J'ai continué ma vie. Là, on était en novembre, le 10. J'ai continué ma vie, continué. J'avais un événement heureux au Cameroun, de grâce, qui m'a fait rentrer au Cameroun en décembre, fin décembre toujours. Et j'ai appris dans le bruit de couloir aussi qu'il m'a cherché aussi au pays, aussi. Mais étant au Cameroun, j'avais la crainte qu'il arrive chez moi toujours, il force l'entrée et il urine sur ma télévision parce que c'est tout ce que j'avais de valeur, comme il t'a dit. Là, mon séjour au Cameroun se termine et je reviens en Allemagne le 17 janvier, je crois. Je reprends le travail, je reprends du service le 17 janvier. Et dès le premier jour de travail, j'ai ma collègue qui me dit qu'il y a un numéro qui appelle toujours, qui demande toujours après moi, qui demande si je suis là et tout et tout. Mais la même personne était insistante, mais la personne ne se présentait pas. Alors, je lui ai dit, bah, la prochaine fois qu'il appelle, tu transfères l'appel et puis c'est tout. Les jours se sont passés et le 31 janvier, alors, j'arrive au travail de bonne heure. J'avais beaucoup de choses à faire. Et à midi, j'étais au travail. À midi, je suis assis au bureau. Je reçois un coup de fil sur mon téléphone de service. Et je décroche l'appel. Et ça sonne comme ceci. La personne me parle en allemand, me demande très gentiment, Bist du heute bei der Arbeit? Est-ce que tu es au travail aujourd'hui?
Je lui dis, oui, je suis au travail, vous c'est qui? Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Je dois rester poli, je sais pas avec qui j'ai affaire. Justement. À qui j'ai affaire. Il me dit, Van machst du Feierabend? Tu finis à quelle heure? Je dis, mais c'est qui? Mais présentez-vous, je sais pas qui vous êtes. Il me demande encore de nouveau, tu finis à quelle heure? Et là, je demande, mais si tu te présentes pas, je vais te dire et tout, ich kann's Ihnen gar nicht verraten. Sie haben mich gar nicht vorgestellt. Il me raccroche au nez. Je me dis, bah, c'est bizarre ça. Je ne sais pas qui c'est. J'ai pas de souvenir d'avoir une personne avec qui. Il avait un accent camerounais, donc je me disais c'était un Camerounais. J'avais un collègue qui était aussi camerounais, je me suis dit que c'était peut-être lui. J'avais un ami allemand, moi j'ai un ami, un collègue allemand à moi avec qui on échangeait. Il savait qu'il savait faire les accents. Du coup, tu n'as pas directement fait le lien avec lui. Non, j'ai pas directement fait le lien avec lui. À 14h, je reçois un mail de mon collègue qui sait bien faire les accents, qui m'écrit la même chose, le même message. Van machst du Feierabend? À quelle heure tu finis? Et là, je me dis, ah non, c'est lui. C'était certainement lui qui m'a appelé. C'était certainement. Je ne le réponds pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et là, mon ami, mon collègue, là, il vient à mon bureau, à 16h, quand il finit son service, il me dit, qu'il m'a écrit, que je n'ai pas répondu. Il me demande si j'ai déjà fini. Il m'a écrit pour savoir à l'heure où je finissais parce qu'il voulait me raccompagner parce qu'on allait sur la même route. Et là, je lui dis, non, j'ai des choses à faire encore. Tu peux t'avancer. C'est pas une galère. Et là, je lui dis, mais c'est pas toi qui m'as appelé en journée? Il me dit, non, je t'ai pas appelé. Je dis, j'en sûr. Il me dit, non, tu sais faire les accents et tout. Il me dit, ce n'est pas moi. C'est là, je me dis, c'est bizarre encore. Parce que là, à l'heure où il m'appelait à 12h30, midi 30, il avait déjà garé sur le parking de mon travail. Qui il? Dan. Dan avait déjà garé sur le parking de mon travail. Et il appelait pour se rassurer que j'étais là. Parce qu'il m'avait déjà recherché il avait cherché mon lieu de service. Il avait fait vraiment un travail de minutie. Récapitulons. Ce Dan, Oui. il a ton adresse, Oui, par Maria. ton email. Pas mon email, il n'a pas mon email. Ok, ton numéro de service, disons. Il a le numéro de l'entreprise. Il a été... L'adresse de ton lieu de service. Oui. L'adresse de mon lieu de service, c'était facile à l'avoir sur LinkedIn. Ok. Parce que... Du coup, c'est prémédité tout ça. Je pense que là, si c'était pas prémédité, je pense que c'est pas un hasard. Lui vivait à 2 heures de chez moi. Je crois non, à 1h30 de mon lieu de service. De ce que j'ai su plus tard. 1h30 de mon lieu de service. Je me suis tapé 1h30 de route pour déjà arriver à mon lieu de service. C'est un village. Oh non, je pense pas qu'il allait là-bas pour me dire d'aller m'inscrire sur les listes électorales. Hein. C'était pas pour ça. Et à 17h30, 1h30 plus tard, je finis le travail. 17h30, je suis épuisé, je sors alors du bureau, je pensais être l'un des derniers. C'était un mercredi, le 31 janvier toujours. Je descends et je sors par la porte centrale. Et malheureusement, il m'avait garé dans le parking qui était en face. Donc il arrivait à voir qui sortait, il m'avait vu sortir. Et quand je sors, je mets mon casque aux oreilles. Je vais maintenant mettre Moumi de Petit Pays aux oreilles. Et je mets Moumi de Petit Pays aux oreilles. Je me mets à marcher. En sachant que Dan avait garé à midi. Il était resté patienter jusqu'à 17h30. Donc, tu ne savais pas. Ça, je savais pas. Ça, j'ai appris tout ça plus tard. Il avait garé une voiture de luxe. C'était une voiture de service. Il avait pris la peine de changer la plaque d'immatriculation de sa voiture. Il avait mis une combinaison rouge. Il avait mis des gants bleus. Et il s'était couvert, il s'était cagoulé le visage. Il avait mis des écharpes. Il était vraiment très en forme. Et après avoir changé la plaque de sa voiture, après s'être garé là-bas pendant tout ce temps, quand il me voit sortir, parce que j'ai vu les images de vidéosurveillance par la suite, il se précipite. Et moi, je prends une route, il contourne, et vu qu'on est dans un village, il n'y a personne en route. C'est-à-dire, vraiment, à l'heure là, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait vraiment personne. Je prends le chemin, je marche sur 200-300 mètres. Et lui, direct, il sort derrière moi. Je ne le vois toujours pas, je marche. À un niveau, je ressens une tape sur l'épaule. Je me dis, je me retourne pas direct. Et quand je me suis tapoté une fois l'épaule,
Directement, il m'a tenu l'épaule. Il m'a tiré l'épaule. Et il m'a poignardé à mort. De dos ou bien il t'a forcé à te retourner? Il m'a tiré. Il m'a forcé à me retourner. Il m'a poignardé une fois au niveau du foie, une fois sous les poumons. Ça allait tellement vite parce que c'était tchac-tchac déjà. Et je me rends compte que je suis en train de me faire attaquer. Je réussis à lever le bras parce que j'ai réussi à constater, vu que le troisième coup c'était vers ma trachée, vers ma gorge. Je lève le bras et je sais qu'il me coupe 2 veines. Il m'endommage 2 nerfs, un nerf qu'il a complètement bousillé, de mon état. Il me poignarde au biceps. Et le dernier coup de couteau, ça touche l'os. Et je tombe.